D'habitude, je ne parle pas beaucoup de ma famille. Non pas par souci de vie privée, mais parce qu'à chaque fois que je l'évoque, quelqu'un essaie de surenchérir sur mon malheur avec un « Oh, tu crois que ta famille est pire ?» Mais je vous le dis, la mienne possède ce genre de toxicité qui ne vous hurle pas au visage, ou qui ne jette pas d'assiette à travers la pièce. Non, ma famille est experte dans quelque chose de bien pire. Les compliments empoisonnés, les sourires narquois passifs-agressifs, et ce genre de manipulation dont vous ne vous rendez même pas compte, jusqu'à ce que vous soyez à mi-chemin du retour, en vous demandant soudainement pourquoi vous vous sentez comme un moins que rien. Je m'appelle Tyler. J'ai 29 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer de maintenir une distance saine, entre moi et les gens qui m'ont élevé. Mais comme vous allez le voir, parfois, peu importe à quelle vitesse vous fuyez, le passé vous rattrape, vêtu d'un costume, affichant un faux sourire, et tenant un verre de vin lors du dîner de Thanksgiving. Pour vous donner un peu de contexte, je travaille dans le conseil juridique, plus précisément avec des startups en phase de démarrage. Je les aide à éviter les procès, ou parfois, on fait appel à moi une fois que le mal est déjà fait. Je reste discret. Je ne me vante pas. Je ne ramène pas mon travail lors des réunions de famille. Et, la plupart du temps, je ne corrige même pas les gens, lorsqu'ils supposent que je travaille toujours dans ce même cabinet d'avocats, où j'ai fait un stage il y a 6 ans. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où quelqu'un, dans ma famille, pense que vous réussissez trop bien, vous devenez une cible. Un punching ball, ou une histoire qu'ils se permettent de réécrire, pour l'adapter à leur propre version des faits. Prenez ma cousine Léla, par exemple. Elle et moi étions inséparables quand nous étions enfants. On construisait des cabanes en coussin ensemble. On inventait des chansons stupides pendant les trajets en voiture. On partageait tout. Mais, une fois arrivé dans la vingtaine, alors que je commençais à évoluer et qu'elle semblait stagner, quelque chose a changé. Elle est devenue amère, cassante. Chaque interaction a commencé à ressembler à un test que je passais sans même le savoir. Mais j'essayais quand même. J'allais à ses anniversaires, j'envoyais des cartes pour les fêtes. Je l'ai même aidé à corriger son CV, une fois. Ce fut mon erreur, penser que mes efforts me vaudraient sa bienveillance. Au dernier Thanksgiving, j'hésitais à sécher complètement le dîner de famille. Les mois précédents avaient été difficiles. De longues heures de travail, quelques dossiers complexes, et très peu de sommeil. Mais ma mère m'a fait culpabiliser, avec sa méthode habituelle. Tu ne trouves jamais de temps pour la famille, ces jours-ci, m'a-t-elle dit au téléphone, la voix chargée de ce ton déçu qu'elle maîtrise à la perfection depuis des années. Léla amène son nouveau petit ami. Tout le monde a hâte de le rencontrer. J'aurais dû comprendre que c'était un message codé signifiant, cela va être un vrai cirque, et tu seras l'attraction principale, bien malgré toi. Alors, je suis venu, et j'ai apporté une bouteille de vin. Rien d'extravagant, juste assez pour éviter les questions. Le dîner avait lieu chez ma tante et mon oncle, comme toujours. Une grande table à manger en chêne, des chaises dépareillées, et de fausses bougies vacillantes, même si les plafonniers nous aveuglaient déjà. Tout le monde était là. Ma mère, bien sûr. Tante Carole et oncle Marc, qui ont toujours l'air de sortir d'une sitcom familiale des années 90, mais qui agissent comme s'ils passaient une audition pour une émission de télé-réalité intitulée Fier et mesquin. Mon petit frère Jacques, qui reste la plupart du temps silencieux, à moins que quelqu'un ne lance le sujet des crypto-monnaies. Et Léla, assise fièrement à côté d'un type que je n'avais jamais vu, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Voici Brandon, a-t-elle annoncé au moment où je franchissais la porte. Il a fondé cette application qui aide les petites entreprises à se connecter avec des investisseurs. C'est quelqu'un d'assez important. J'ai souri poliment, j'ai hoché la tête, et je lui ai serré la main. Il avait le genre de poigne qui relève davantage de la performance, que de la vraie connexion. Ferme, mais sans aucune chaleur derrière. Il était habillé avec élégance, comme s'il voulait être confondu avec un PDG à chaque instant. Un blazer bleu marine, une montre à l'aspect hors de prix, des mocassins sans chaussettes. Et, dès la seconde où je me suis assis, je l'ai senti. Il avait quelque chose à prouver. La première pique est arrivée avant même que nous ayons commencé à manger. Nous faisions la conversation sur les villes où nous avions voyagé, et j'ai mentionné un déplacement professionnel que j'avais fait à San Francisco. Brandon a souri de l'autre côté de la table, et a lâché « Oh, j'adore quand les avocats font semblant d'être des entrepreneurs. C'est mignon. » Juste comme ça.
Pas de clin d'œil, pas de sourire pour adoucir le propos. Juste un coup, porté avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui a l'habitude que les gens rient à ses blagues. Et ils l'ont fait. Tante Carole a laissé échapper un petit reniflement amusé. Oncle Marc a gloussé. Même ma mère a esquissé ce sourire pincé, qui voulait dire « Il n'a pas tort, Tyler ». J'ai encaissé. J'ai appris à ne pas réagir. Si vous réagissez, vous leur donnez du carburant. Plus tard, pendant qu'on se passait la purée de pommes de terre, Brandon a commencé à parler de son entreprise. Son ton avait cette arrogance que j'associe désormais aux types qui pensent qu'être le plus bruyant dans la pièce signifie qu'ils sont les plus intelligents. Nous révolutionnons l'espace des petites entreprises, a-t-il déclaré. Personne ne fait ce que nous faisons. Nous avons déjà levé des fonds à 2 reprises, et l'année prochaine, c'est la stratégie de sortie. J'ai hoché la tête, je suis resté silencieux. Mais je pouvais sentir Léla m'observer, attendant que j'intervienne. Presque comme si elle cherchait la bagarre. Elle n'a jamais aimé être la deuxième en quoi que ce soit. Et, dans son esprit, ce dîner était son tour d'honneur. Un nouveau petit ami, une start-up à succès, tous les regards braqués sur elle. Brandon a continué, lâchant des noms d'investisseurs, balançant des mots à la mode comme « disruptif » et « évolutif », comme s'il nous faisait un pitch de vente au lieu de manger de la dinde. À un moment donné, il m'a regardé directement, et m'a demandé « Et toi, Tyler ? Tu fais toujours ce fameux truc que tu fais ?» Cela a provoqué un rire, un vrai rire, cette fois-ci, venant de plusieurs personnes. Mon oncle en a même rajouté, il est probablement en train d'attaquer quelqu'un en justice, pour l'avoir traité d'ennuyeux. Celle-là a piqué plus que je ne l'aurais cru. C'était une remarque tellement stupide, mais la façon dont tout le monde a gloussé montrait clairement qu'ils pensaient tous la même chose. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Pas vraiment. J'ai essayé d'en rire, j'ai pris une gorgée de vin, j'ai souri, et j'ai dit, ouais, quelque chose comme ça. Mais, à l'intérieur, je sentais un nœud se former dans ma poitrine. Le genre de tension qui commence comme de la frustration, mais qui se durcit en quelque chose de plus froid, quand on la laisse s'installer. Brandon a continué à lancer de petites piques, expliquant que les avocats étaient des parasites, que la véritable innovation se passait en dehors des tribunaux, et que les seules personnes qui poursuivaient les startups, étaient celles qui n'arrivaient à rien construire par elles-mêmes. Chaque fois qu'il disait quelque chose, je regardais Léla. Elle ne bronchait jamais, elle ne me défendait jamais. En fait, elle semblait fière de lui. Finalement, j'ai pris la parole. J'ai dit, tu sais, je suis content que ton entreprise marche bien, Brandon. Mais toutes les poursuites judiciaires ne sont pas des extorsions de fonds. Certains d'entre nous essaient de tenir les gens responsables, lorsqu'ils franchissent les limites. Mon ton n'était pas colérique. Il n'était même pas tranchant, juste ferme. Mais à la seconde où j'ai prononcé ces mots, ma mère a levé les yeux au ciel. Tyler, a-t-elle marmonné. Peut-être que si tu n'étais pas toujours aussi susceptible, les gens ne plaisanteraient pas autant. C'était la goutte d'eau. Cela a ouvert les vannes. Parce que ce n'était pas seulement Brandon. C'était eux tous. Des années de petites coupures, déguisées en blagues. Un millier d'attentes non dites, et le rappel constant que, quoi que je fasse, je serai toujours celui qui prenait les choses trop au sérieux. Alors, je me suis tu. J'ai mordu ma langue. Je suis devenu silencieux. Mais ensuite, Brandon, tout sourire et complètement ignorant de la situation, a commencé à parler d'une plainte qu'il venait de recevoir. Un clown a déposé cette plainte bidon pour violation de propriété intellectuelle, a-t-il dit, en riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Il pense qu'on a volé son pitch deck, ou un truc du genre. Franchement, c'est pathétique. On n'est pas inquiet. Mon équipe juridique est déjà en train de mettre ça en pièces. Et, à cet instant, j'ai senti quelque chose basculer. Car je savais exactement de quoi il parlait. J'étais ce clown. Et soudainement, je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'ai juste souri, je me suis adossé à ma chaise, et j'ai dit, tiens, c'est intéressant. D'habitude, je ne parle pas boulot à table, mais je crois que je connais cette affaire. En fait, je pense que c'est moi qui l'ai déposé. Et c'est là que les rires se sont arrêtés. Brandon a scié le premier. Ce fut juste l'espace d'une seconde, mais je l'ai capté. La façon dont son sourire a vacillé, la façon dont ses sourcils ont tressailli très légèrement,
comme si son cerveau essayait de se reprogrammer en temps réel. Tous les autres se sont figés, eux aussi, mais de manière différente. Léla s'est arrêtée de mâcher. Ma mère a tourné la tête vers moi, si lentement que j'ai eu l'impression que la pièce avait perdu quelques degrés. Mon oncle s'est raclé la gorge. L'air était chargé de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais je le sentais vibrer sous ma peau. « Tu plaisantes » a dit Brandon, souriant toujours, mais d'un sourire crispé, toute dents dehors. « C'est une blague, pas vrai ?» J'ai repris une gorgée de vin, j'ai posé mon verre, et j'ai haussé les épaules. Non. Personne n'a ri cette fois. Brandon a de nouveau gloussé, mais le son semblait forcé, désormais. Tu es en train de me dire que tu es derrière ce procès? Tu quoi? Tu travailles pour le cabinet qui les représente? Non, ai-je répondu, en attrapant négligemment un petit pain dans la corbeille. C'est moi qui l'ai déposé. Je représente le plaignant. Mon client est venu me voir il y a quelques mois, avec des documents assez convaincants. Des captures d'écran, des emails, et même les horodatages d'un disque partagé contenant son projet. J'ai déchiré le petit pain en deux, lentement, gardant une voix calme et posée. Ils affirment que votre entreprise a volé leur concept, l'a légèrement modifié, et l'a utilisé dans votre plus récent dossier de présentation aux investisseurs. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que plus personne ne respirait. Puis, ma tante a ri. C'était un rire sec, inconfortable. Oh, allez, Tyler. C'est Thanksgiving. On ne pourrait pas éviter de parler de procès? Et de ces conneries de Lil elle a dit? Je l'ai ignoré. Ce n'était pas à elle que je parlais. Mes yeux restaient fixés sur Brandon. Tu te souviens du nom de Daniel Kinnear? Il s'est raidi un tout petit peu. Juste assez pour que je sache que j'avais touché un point sensible. Attends, c'est quoi cette histoire? A finalement lancé Léla, regardant tour à tour Brandon et moi. Tu poursuis sa boîte en justice? Jean, pour de vrai? Brandon a vite repris ses esprits. C'est ridicule, a-t-il dit en balayant l'air de la main. Un type pense qu'il a eu la même idée que nous, et maintenant il crie au scandale parce qu'on a mieux exécuté le projet. Ça arrive tout le temps dans la tech. Ça ne veut pas dire que c'est valable. Tyler fait juste son boulot d'avocat, pour toucher le pactole. Ça a fait mal, mais j'ai laissé couler. J'ai affronté pire dans les salles d'audience. Tu as signé un accord de confidentialité quand tu as accepté cette réunion, ai-je précisé. Ton entreprise l'a fait, en tout cas. C'est un document contraignant. Brandon a ricané. C'est flou. Ce n'est pas applicable. Mon sourire ne m'a pas quitté. C'est ce que nous découvrirons au tribunal. Et, juste comme ça, le rapport de force a basculé. Il le savait. Je le savais. Mais tous les autres, ils essayaient encore de suivre le rythme. Ma mère a brisé le silence la première. Tyler, pourquoi est-ce que tu amènes ça ici? Quel genre de personne vient à une réunion de famille, pour balancer un procès à la table du dîner? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas tressailli face à sa déception. Le genre de personne qui est assise ici toute la soirée, pendant que tout le monde se moque de lui. Le genre de personne qu'on traite de susceptible, juste pour avoir demandé à ne pas être ridiculisé. Le genre de personne qui fait son travail. Et qui découvre que le type qui l'insulte devant la dinde, est le même qui essaie de dissimuler des preuves dans une affaire judiciaire. Elle a scié une fois, mais je n'en avais pas terminé. Tu m'as élevé pour que je travaille dur, pour que je suive les règles, et pour que je m'insurge quand quelque chose est injuste. Mais quand je le fais vraiment, soudainement, j'en fais trop. Tu acceptes que les gens me rabaissent, tant qu'ils le font avec le sourire? Personne n'a prononcé un mot. Je me suis levé lentement, laissant ma serviette tomber sur l'assiette. Vous voulez savoir le pire, ai-je dit, d'une voix assurée. Je n'allais même pas en parler. Je ne suis pas venu ici pour remuer le couteau dans la plaie. Je suis venu parce que vous me l'avez demandé. Parce que vous avez dit que la famille comptait. Mais maintenant, assis ici, je réalise que je ne compte peut-être que lorsque je suis assez petit pour qu'on me marche dessus. Je me suis tourné pour partir. Tyler, attends, a commencé ma mère, mais j'ai levé la main. J'ai fini d'attendre. Je suis sorti, mon manteau sur l'épaule, le cœur battant à tout rompre.
Pas à cause de la nervosité, mais à cause d'un sentiment plus froid. La détermination. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Mais ce n'était pas la fin. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant même que j'aie pris mon café. D'abord, un SMS de ma mère, il faut qu'on parle. Puis un autre de mon frère, Jake, Brandon pète les plombs. Il dit que tu l'as pris en traître. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, Léla. Évidemment. Tu as sérieusement ruiné le Thanksgiving de tout le monde. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. J'ai accusé le coup. J'ai laissé le silence s'installer, car c'était là le véritable point de rupture, au fond. Pas le procès, pas les remarques piquantes, ni même le moment du dîner où j'avais dégoupillé la grenade. Le point de rupture, c'était de réaliser que, peu importe ce que je faisais, peu importe mes accomplissements, ma discrétion, ou le nombre de dîners auxquels j'assistais, je ne serais jamais perçu comme étant assez bien. Pas à moins de me faire tout petit. Pas à moins de laisser des gens comme Brandon parler par-dessus moi, pendant que les autres riaient avec lui. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'associé principal de mon cabinet. Apparemment, Brandon avait essayé de nous contacter par des voies non officielles. Il voulait régler les choses personnellement. J'ai dit à mon patron d'en parler à mon client. S'ils étaient ouverts à la négociation, nous passerions par les étapes légales appropriées. Pas de raccourci, pas de faveur. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de la chose. Il pensait que, parce que nous avions partagé un repas de famille, j'allais reculer. Que j'allais simplement classer l'affaire, et faire comme si de rien n'était. Mais il ne me connaissait pas. Pas vraiment. Il ne connaissait que la version de moi que Léla lui avait probablement dépeinte. Silencieux, maladroit, le cousin qui avait eu de la chance d'obtenir un diplôme en droit, mais qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place dans la famille. Le reste de la semaine fut un tourbillon de mails, de SMS, et de messages vocaux passifs-agressifs. Tante Carole a appelé pour dire que j'avais mis Léla dans l'embarras. Oncle Marc a suggéré que je laisse simplement tomber, car, qu'est-ce que la famille, sinon le pardon? Même ma mère a essayé de jouer les médiatrices, en disant, peut-être qu'il y a un moyen de régler ça, sans rendre l'affaire aussi publique. Public? Ce mot tournait en boucle dans ma tête. Parce que c'était ça qui les inquiétait vraiment, n'est-ce pas? Pas la vérité. Pas de savoir si Brandon avait réellement volé quelque chose. Ils avaient peur que les gens voient. Qu'ils voient que le petit ami de leur fille chérie n'était pas aussi invulnérable qu'il en avait l'air. Qu'ils voient que, peut-être, je n'étais pas le paillasson sur lequel ils pensaient pouvoir s'essuyer les pieds. Mais le pire, ce qui m'est resté en tête et qui passait en boucle dans mon esprit, c'était le message que Léla m'a envoyé 2 jours plus tard. Tu as toujours eu un problème avec le fait que je reçoive plus d'attention. Tu ne pouvais pas me laisser profiter d'un truc bien, pour une fois. Tu devais tout gâcher. Celle-là a fait mal. Parce que, malgré toutes nos différences, je n'avais jamais voulu rien gâcher pour elle. Je me souvenais de chaque soirée pyjama de notre enfance, de chaque secret stupide que nous avions juré de garder. Je me souvenais de l'époque où elle pleurait parce qu'elle n'avait pas été acceptée dans l'école de ses rêves, et où j'étais resté éveillé tard, pour l'aider à trouver d'autres options. Je me souvenais quand elle s'était cassé le poignet en tombant de vélo, et qu'elle m'avait supplié de ne dire à personne qu'elle essayait d'impressionner un garçon. Alors, je n'avais rien dit. Je me souvenais quand elle m'avait appelé au milieu de la nuit, morte de peur d'échouer à son cours de commerce. Et je me souvenais que j'avais toujours répondu présent. Mais, dans son esprit, j'étais devenu le méchant. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je refusais de me taire. Parce que je refusais de jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Et ainsi, le silence s'est prolongé. Je n'allais plus au dîner du dimanche. Je n'ai pas répondu sur le groupe de discussion, quand tante Carole a envoyé des photos de son chat avec un chapeau de pèlerin. Je n'ai même pas accusé réception du SMS de Joyeux Noël, arrivé 1 mois plus tard. J'avais fini de jouer la comédie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car, pendant que ma famille essayait de me faire passer pour le problème, l'entreprise de Brandon a commencé à saigner. Les procédures judiciaires sont devenues plus complexes. Des preuves ont fait surface. Des emails, des horodatages, des présentations aux investisseurs qui ressemblaient étrangement à la proposition originale de Daniel. Soudainement, cette fameuse plainte bidon n'était plus si facile à écarter.
Et Brandon. Brandon a commencé à s'effondrer. Mais cette partie-là, c'est là que ça devient intéressant. Et croyez-moi, plus personne ne riait. Pendant des semaines après Thanksgiving, tout me semblait brouillé. Je faisais les choses par automatisme, me réveiller, aller au travail, répondre aux emails, déposer des requêtes, préparer des dossiers. Mais, à l'intérieur, j'étais en pilote automatique. J'avais déjà traversé des périodes difficiles. La fac de droit avait été brutale. Mon premier emploi après l'université m'avait presque brisé. Et il y avait eu des nuits, au début de ma carrière, où je m'allongeais sur le sol de mon studio, fixant simplement le plafond, en me demandant si je me sentirais un jour à ma place, dans ce monde où j'avais tant lutté pour entrer. Mais ça, c'était différent. Parce qu'il ne s'agissait pas de travail. Il ne s'agissait pas d'argent, d'échecs, ou du syndrome de l'imposteur. Il s'agissait de ma famille. Les personnes qui étaient censées me soutenir, même quand je trébuchais. Et, pour la première fois, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'avoir perdu quelque chose de permanent, quelque chose qui ne reviendrait pas. Je n'ai pas été invité au brunch annuel que tante Carole organisait chaque mois de janvier. Pas de selfies de groupe, pas de blagues d'initiés pour savoir qui avait trop corsé le jus d'orange cette année. Le groupe de discussion familiale est devenu silencieux à mon égard, à l'exception d'un occasionnel et passif-agressif, j'espère que tout le monde va bien, qui ne m'était clairement pas destiné. Même Jack, mon frère, la seule personne dont je pensais qu'elle pourrait me soutenir, a cessé de me contacter, après que je n'ai pas répondu à son 3e message, « Tu vas bien ?» Toucher le fond ne s'est pas accompagné d'une crise de larmes dramatique. C'est arrivé avec le silence, un vide qui me suivait partout. Je passais mes week-ends à la maison, avec la télévision diffusant des émissions que je ne regardais pas. Je passais devant mon téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, sans même prendre la peine de le vérifier. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport. J'ai arrêté de cuisiner, me contentant de barquettes à emporter, de délais à respecter, et du même sweat à capuche gris, tous les jours. Et pourtant, quelque part dans ce silence, quelque chose a changé. C'est arrivé progressivement. Au début, je ne m'en suis même pas rendu compte. Cela a commencé par un appel de mon client, Daniel. Le gars qui était venu me voir des mois auparavant, avec son pitch deck, et un besoin désespéré que quelqu'un croie en lui. C'était un gars débrouillard, au début de la trentaine, sans beaucoup de contacts. L'idée de sa start-up n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais elle était intelligente, efficace. Et, plus je l'étudiais, plus je réalisais à quel point le vol de Brandon avait été audacieux. Et, m'avait dit Daniel lors d'un de nos appels tardifs. Je voulais juste te remercier encore une fois. La plupart des gens m'auraient ri au nez pour me faire sortir de la pièce. Je me souviens d'avoir fixé mon ordinateur portable dans l'obscurité, sans trop savoir quoi répondre. Je n'avais pas parlé à Daniel du fiasco de Thanksgiving. Il ne savait pas que le type que nous poursuivions m'avait insulté devant toute ma famille, au-dessus d'un gratin de patates douces. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais l'avocat qui ne l'avait pas laissé se faire écraser. Tu m'as donné ma chance, a-t-il ajouté. Ça signifie tout pour moi. Ça m'est resté en tête. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à relire le pitch deck original de Daniel. Non pas parce que j'en avais besoin, il était déjà gravé dans ma mémoire, mais parce que je voulais me rappeler ce qui m'avait poussé dans ce combat, au départ. Et, en feuilletant les diapositives, j'ai eu un déclic. Cette affaire, ce n'était pas à propos de Brandon. Ce n'était même pas à propos de Léla, de ma mère, ou de n'importe qui d'autre assis autour de cette table, ce soir-là. C'était à propos de la vérité. À propos de défendre quelque chose, quand tous les autres voulaient juste en rire pour passer à autre chose. Alors, je me suis remis au travail. J'ai commencé à arriver tôt au bureau, à rester tard, et à creuser plus profondément. J'ai arrêté de penser comme quelqu'un sur la défensive, et j'ai commencé à penser comme quelqu'un qui bâtit quelque chose. Chaque requête que je déposais, chaque élément de preuve que je cataloguais, tout cela faisait désormais partie d'un tableau plus vaste. Une affaire qui pourrait faire des vagues. Pas seulement pour Daniel, mais pour tous les outsiders qui s'étaient un jour fait voler leurs idées, par un escroc beau parleur, portant des mocassins sans chaussettes. En même temps, j'ai commencé à m'extirper doucement de l'ornière dans laquelle je m'étais enfoncé. Je me suis forcé à retourner à la salle de sport, même si ce n'était que pour 20 minutes sur le tapis de course. J'ai préparé un repas complet moi-même,
une fois par semaine. Puis 2. J'ai supprimé le groupe de discussion, et j'ai mis les réseaux sociaux de Léla en sourdine. Pas par méchanceté, juste pour avoir la paix. J'ai recommencé à lire. Pas des dossiers juridiques, mais des livres, des histoires, des concepts. J'ai même acheté une guitare d'occasion dans un magasin au bout de la rue. J'avais toujours voulu apprendre. Et, soudainement, je n'avais plus d'excuses. La chose la plus étrange, c'est que plus ma vie devenait silencieuse, mieux je me sentais. Fini les faux sourires. Fini les tentatives de maintenir la paix à mes propres dépens. C'était juste moi, m'écoutant enfin. Pendant ce temps, l'affaire s'est intensifiée. L'équipe juridique de Brandon pataugeait. Chaque fois qu'ils essayaient de discréditer la chronologie de Daniel, nous lâchions une nouvelle bombe. Des métadonnées, des emails, et même un SMS où Brandon avait accidentellement transféré une partie du pitch deck original de Daniel à l'un de ses conseillers. Son arrogance était ahurissante. Je n'ai pas été surpris lorsque la nouvelle du procès a commencé à fuiter dans la presse tech. Quelques blogs ont affiché des gros titres du genre « Une start-up montante visée par une plainte pour violation de propriété intellectuelle, et ce fondateur est-il trop beau pour être vrai ?» Rien de majeur pour l'instant, mais les murmures prenaient de l'ampleur. Puis est venue la déposition. Brandon est entré dans la pièce comme s'il était toujours sur scène. Cheveux gominés, montre rutilante, costume trop cintré. Mais, sous cette fanfaronnade, je pouvais le voir. Les fissures apparaissaient. Il ne s'attendait pas à être cuisiné. Il ne s'attendait pas à ce que je sois celui qui pose les questions. J'ai gardé un ton calme, professionnel. Mais chaque question était une aiguille, se faufilant à travers la toile qu'il avait tissée. Et quand j'ai présenté la diapositive originale de Daniel, qui avait été copiée presque mot pour mot dans la présentation aux investisseurs de Brandon, il a balbutié. Je n'ai pas créé cette diapositive. Non, ai-je répondu en tapotant mon stylo. Votre directeur technique l'a fait, en utilisant des fichiers provenant d'un disque partagé. Le même disque auquel votre entreprise a eu accès, après avoir signé un accord de confidentialité avec Daniel Kinnear. Savez-vous comment cela s'appelle, Brandon? Il n'a pas répondu. Une contrefaçon. Il a regardé son avocat. Son avocat a baissé les yeux, et j'ai su que nous le tenions. Après la déposition, les choses sont allées très vite. Daniel a commencé à recevoir des appels d'investisseurs qu'il avait ignorés auparavant. On a toujours aimé l'idée, disait-il. On ne savait juste pas si elle tenait la route. Maintenant, il le savait. Maintenant, il voyait ce qui s'était réellement passé. Et, d'un coup, Daniel n'était plus l'outsider. Il était le gars qui avait tenu bon et qui avait gagné. L'un de ses investisseurs m'a contacté, disant qu'il avait apprécié ma façon de gérer la situation. Il m'a demandé si j'avais déjà envisagé de faire du conseil à temps plein pour des fonds de capital risque, pour les aider à examiner les entreprises dans lesquelles ils investissaient. J'ai répondu que j'y réfléchirais. J'ai recommencé à mieux dormir, à mieux manger, à rire de nouveau. Et, le meilleur dans tout ça, c'est que je n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour le faire. Car j'avais trouvé quelque chose de plus fort que la validation. J'avais trouvé la clarté. La clarté sur le fait que je ne devais mon silence à personne, simplement parce que nous partagions le même sang. La clarté sur le fait que faire ce qui est juste n'est pas toujours propre, confortable ou applaudi. La clarté sur le fait que, parfois, quand le monde autour de vous est bâti sur des mensonges fragiles comme du papier et des sourires en plastique, être la personne qui dit la vérité est la chose la plus radicale que vous puissiez faire. Et pourtant, malgré tout, une part de moi se demandait si j'aurais des nouvelles de Léla. Les semaines ont passé. Rien. Jusqu'à une nuit, alors que je fermais le bureau tard, j'ai vu son nom clignoter sur l'écran de mon téléphone. Elle m'appelait, et je n'avais pas entendu sa voix depuis Thanksgiving. Je suis resté là, à fixer l'écran, à le regarder sonner. Je n'ai pas décroché, parce que je savais que, peu importe ce qu'elle avait à dire maintenant, ça n'allait rien arranger. Mais je savais aussi autre chose. Ce n'était pas la fin. Loin de là. Parce que les retombées ne faisaient que commencer. Et Brandon. Brandon n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le message de Léla est resté dans ma boîte de réception pendant 5 jours, avant que je ne l'ouvre. Pas parce que j'étais en colère. J'étais passé à autre chose.
Mais parce que je n'étais plus curieux. Il n'y avait plus aucune part de moi qui avait besoin de sa validation, de ses excuses, ou même de ses regrets. Mais, finalement, j'ai cliqué. C'était court, froid. Tu m'as prise en traître. Je ne sais pas si on pourra s'en remettre. Brandon dit que tout ça, c'est parce que tu es jaloux et aigri. J'essaie de croire que ce n'est pas vrai, mais là, tout de suite, je ne sais pas. C'était tout. Pas de « comment vas-tu ?» Aucune reconnaissance du fait que l'entreprise de Brandon essayait activement d'étouffer un vol, qui aurait pu ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Juste un « tu m'as mise dans une situation gênante ». Du pur Léla. Et, avec cela, quelque chose s'est mis en place. Une certitude que je n'avais pas réalisé attendre. Je n'allais plus seulement gagner ce procès. J'allais enterrer l'histoire qu'ils racontaient tous depuis des années. Celle où j'étais le marginal. Le cousin trop sensible. Celui qui n'avait aucun sens de l'humour. J'allais arracher le masque de la petite start-up prétentieuse de Brandon, et exposer tout ce qu'ils avaient volé, tous les mensonges qu'ils avaient servis aux investisseurs, aux partenaires, et même aux médias. Et je n'allais pas le faire par vengeance. J'allais le faire parce que c'était juste. Mais je mentirais si je disais que cela n'avait pas un goût un peu personnel. Car, maintenant, j'avais quelque chose que Brandon n'avait pas. J'avais des preuves. La première chose que j'ai faite, c'est de creuser encore plus. Nous avions déjà un dossier solide avec les chaînes de mai et les métadonnées. L'équipe de Brandon avait fait un travail bâclé, et nous les avions pris la main dans le sac en train de pomper des diapositives maîtresses de la présentation de Daniel. Mais j'en voulais plus. Je voulais savoir jusqu'où allait la pourriture. Alors, j'ai commencé à fouiner. J'avais un contact, Jules, avec qui j'avais collaboré lors d'une mission de conseil l'année précédente. Elle faisait partie de l'équipe de due diligence d'un fonds de capital risque de taille moyenne. Intelligente, discrète, et ayant accès à toutes sortes de réseaux d'investisseurs privés. Quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a pas hésité. « Oh, cette boîte », a-t-elle dit avec un rire sec. « Ouais, ils font des vagues, et pas dans le bon sens du terme. On est plusieurs à se demander combien de temps il faudra avant que quelqu'un ne les dénonce. » Jules m'a donné accès à un forum interne d'investisseurs, où les bavardages anonymes sur les affaires louches et les startups douteuses étaient monnaie courante. Et, bien sûr, enfoui dans un fil de discussion datant de 2 mois, se trouvait un joyau. J'ai entendu quelqu'un de chez Launchbridge dire que Brandotech a bidonné le nombre de ses utilisateurs actifs mensuels le trimestre dernier. Ils ont gonflé les chiffres pour boucler leur série B. Ils ont fait signer un accord de confidentialité à l'analyste qui l'a découvert. Launchbridge était l'un des premiers investisseurs de Brandon. Et, s'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon de falsification de chiffres lors d'une levée de fonds, c'était une bombe à retardement. J'ai marqué la page. Ensuite, j'ai commencé à compiler tout ce qui était public. Les interviews que Brandon avait données, les articles de blog publiés par son entreprise, un épisode de podcast où il racontait comment il avait eu cette idée sous la douche, après une course particulièrement intense. Amusant, sachant que Daniel avait des horodatage sur son Google Drive, datant de près de 6 mois avant cela. Chaque citation, chaque extrait sonore, chaque publication RP pompeuse, est devenue une brique supplémentaire dans le mur que j'étais en train de bâtir. Puis est venue la plus grande surprise. Daniel m'a appelé un matin, et m'a dit, « Eh, je viens de recevoir un message bizarre sur LinkedIn. Un gars qui bossait chez Brandotech dit qu'il a des documents. » « C'est du sérieux ?» ai-je demandé. « On dirait bien. Il dit qu'il est parti en mauvais termes, mais qu'il a vu ce qu'ils m'ont fait, et qu'il ne trouve pas ça juste. » Il s'appelait Marcus. C'était un ancien chef de produit junior, et il possédait une chaîne de mai entière, où Brandon et son directeur technique discutaient de la façon de remanier les diapositives de Daniel, pour les adapter à leur nouveau récit. De plus, il y avait des mémos internes, où Brandon se vantait, « Personne ne nous cherchera des noises. Ce gamin n'a pas l'argent pour se payer un avocat. » J'ai relu cette phrase 4 fois. Ce gamin n'a pas l'argent. Brandon pensait que ce n'était qu'un vol facile de plus. Qu'il pouvait piller, développer l'affaire, et se tirer avant que quiconque ne le remarque. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le « gamin » trouve quelqu'un qui savait exactement comment jouer sur le long terme. Maintenant, j'avais des preuves. Maintenant, j'avais un mobile. Il me fallait juste une opportunité. La procédure judiciaire se déroulait exactement comme prévu.
Les avocats de Brandon faisaient de leur mieux pour gagner du temps, retarder, et nier. Mais la dynamique était en train de changer. Chaque demande de communication de pièces que nous déposions révélait quelque chose de nouveau. Et pourtant, aussi inattaquable que devienne le dossier, je savais que le tribunal ne suffirait pas. Car, même si nous gagnions, même si le tribunal accordait des dommages et intérêts à Daniel, Brandon trouverait toujours le moyen d'embellir la vérité. Il mettrait ça sur le dos d'un ex-employé mécontent. Il parlerait d'un malentendu. Il signerait un accord à l'amiable, disparaîtrait pendant 6 mois, et reviendrait sous un nouveau nom. À moins que nous ne rendions l'affaire publique. Mais je ne pouvais rien faire fuiter pendant que l'instruction était en cours. Cela aurait pu compromettre l'affaire. Alors, à la place, je me suis concentré sur la création d'un dossier de l'ombre. Une version distincte, non juridique, de tout ce que nous savions. L'histoire, la chronologie, la fraude, l'idée volée, l'arrogance. Tout. Je l'ai partagé avec Daniel. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. C'est ton futur portrait pour la presse, ai-je répondu. Pour quand tout ça sera terminé. Quand tu seras le type qui s'est attaqué à une start-up véreuse et qui a gagné. Il a ri nerveusement. Tu crois que ça intéressera quelqu'un? Ils s'y intéresseront, ai-je affirmé. Fais-moi confiance. Parce que j'avais déjà vu ça. Le monde de la tech adore les outsiders. Surtout ceux qui s'attaquent aux puissants et qui gagnent. Et Brandon. Il suppliait presque de tomber de son piédestal. J'ai de nouveau fait appel à Jules. Elle m'a aidé à faire circuler discrètement des éléments du dossier par des canaux de confiance. Juste assez pour faire parler les gens. Pas de fuite, juste des murmures, juste des questions. Est-ce que Brando Tech a volé son produit phare? Pourquoi Launchbridge s'est retiré de leur série C? Brandon est-il vraiment celui qu'il prétend être? La pression a commencé à monter. Et, pendant que tout cela se mettait en place, j'ai préparé la dernière étape. La conférence. TechWest était la plus grande conférence de startups de la côte ouest. Des milliers d'investisseurs, de fondateurs, de journalistes et de consultants, tous réunis sous un même toit. Brandon avait été invité à s'exprimer lors d'un panel intitulé « Évoluer avec intégrité, comment diriger à l'ère moderne ». L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai contacté les organisateurs via une de mes connaissances, et j'ai obtenu, à la dernière minute, une place d'intervenant pour Daniel. Dans une session plus modeste, mais toujours très fréquentée, dédiée aux fondateurs de startups. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une intervention de 10 minutes sur le financement éthique et la protection de la propriété intellectuelle. Mais ce serait suffisant. Suffisant pour planter le décor de l'histoire, suffisant pour que les gens le voient. Et quand ils le verraient, quand ils commenceraient à relier l'histoire de Daniel aux gros titres sur les procès, et au retrait soudain des financements de Brando Tech, la vérité frapperait comme un coup de massue. L'ultime manœuvre a eu lieu une semaine avant la conférence. L'entreprise de Brandon a publié un communiqué de presse discret, annonçant une restructuration stratégique et un recentrage du développement de produits. C'était du jargon d'entreprise pour masquer un état de panique. Quelques investisseurs ont commencé à se retirer. Leur directeur technique a soudainement démissionné. C'était écrit noir sur blanc, mais Brandon ne le voyait toujours pas. Il pensait encore pouvoir bluffer jusqu'au bout. J'ai reçu un appel ce soir-là, de ma mère, de toutes les personnes possibles. J'ai entendu dire que tu t'acharnais toujours sur Brandon, a-t-elle dit d'une voix tendue. Tu penses vraiment que c'est la meilleure façon de gérer les choses? J'ai fait une pause. Oui, je le pense. Tu as rendu la situation très difficile pour Léla. Les gens parlent. Elle est humiliée. Léla a choisi de s'humilier elle-même, ai-je répondu calmement. En restant aux côtés de quelqu'un qui vole, qui ment, et qui traite tout le monde comme s'il lui était inférieur. Ce n'est pas de ma faute. Silence. Puis, doucement, je ne te reconnais plus. J'ai souri intérieurement. Tant mieux, ai-je dit. Ça veut dire que je fais enfin quelque chose de bien. Ainsi, le décor était planté. Brandon allait monter sur la scène de cette conférence, dans un costume sur mesure, et afficher son plus beau sourire. Daniel raconterait calmement son histoire, 2 salles plus loin. Et, à la fin du week-end, tout le monde saurait. Le vol, l'arrogance, les mensonges. Il ne s'agissait plus seulement d'un procès. Il s'agissait d'un héritage.
Et j'allais m'assurer que la vérité est le dernier mot. Le premier jour de Tech West est arrivé, telle la lente et régulière inspiration avant de recevoir un coup de poing. La ville bourdonnait au rythme des Tesla de location, du cliquetis des badges autour des coups, et des cafés glacés hors de prix. Une mer de fondateurs en herbe et de tout nouveaux investisseurs a inondé le centre de convention du centre-ville. Tous jouaient des coudes, pour se diriger vers l'innovation qui sentait le plus la future licorne. J'étais déjà allé à Tech West 2 fois, mais cette année, c'était différent. Cette année, je n'étais pas juste un costume de plus dans la foule. J'étais le gars qui tenait l'allumette. Le panel de Brandon était prévu pour le samedi après-midi. Évoluer avec intégrité. Ce titre me faisait toujours autant rire. Animé sur la scène principale, c'était un emplacement de choix. Des dizaines de caméras, des blogueurs tech au premier rang, et tous les grands noms du capital risque qui jetaient un œil depuis le fond de la salle. Brandon était annoncé en tête d'affiche. Sa photo, tout sourire, la mâchoire serrée, la main sur le menton comme s'il venait d'inventer l'eau potable, était placardée sur les bannières promotionnelles, comme s'il était la réincarnation de Steve Jobs. Le passage de Daniel avait lieu 2 heures plus tôt, dans la salle B12. Plus petite, plus calme. Pas de projecteur de scène, pas d'équipe de tournage. Juste un petit podium, des chaises en plastique, et un public d'environ 60 fondateurs débutants, venus pour apprendre à éviter les pièges juridiques. Il a failli ne pas venir. Je ne sais pas si je peux faire ça, m'a-t-il avoué ce matin-là. Nous étions assis sur un banc à l'extérieur du bâtiment, buvant tous les deux un café tiède en silence. Tu n'as pas besoin de faire une conférence TED, l'ai-je rassuré. Tu as juste besoin de dire la vérité. Le reste suivra. Il a hoché la tête. Il va être dans le même bâtiment que moi. C'est tellement dingue. Je l'ai regardé. Et, d'ici ce soir, il regrettera d'y être. L'intervention de Daniel a commencé dans le calme. Quelques personnes sont entrées, puis quelques autres. Au bout de 10 minutes, la salle était pleine. Il n'a pas commencé de façon théâtrale. Pas de grands gestes, juste une voix posée, et une histoire. J'ai imaginé une plateforme pour aider les petites entreprises à se connecter avec des micro-investisseurs. J'ai présenté mon pitch. J'ai obtenu quelques rendez-vous. L'un d'eux était avec Brandotech. Il n'a pas utilisé le nom de Brandon directement, ce qui était intelligent. Mais la salle bourdonnait déjà. Ils ont signé un accord de confidentialité. Nous avons partagé des documents. Ils ont refusé le projet. Pause. Quelques mois plus tard, j'ai vu ma présentation, avec un nouveau logo, être exposée lors d'un salon de startups. Mot pour mot, diapositive par diapositive. Le public était désormais silencieux. Aucun ordinateur portable ouvert, aucune conversation en aparté. Juste des regards fixés vers l'avant. J'ai pensé à tout abandonner. Mais quelqu'un m'a dit, le vol ne devient pas de l'innovation, simplement parce que le voleur obtient un financement. Ce « quelqu'un », c'était moi. Il n'a pas précisé cette partie, il n'en avait pas besoin. Il a terminé son intervention par une seule phrase. Ne laissez pas la peur d'être perçu comme quelqu'un de compliqué, vous empêcher d'avoir raison. Les applaudissements ont commencé doucement, puis se sont transformés en une véritable standing ovation. Et là, dans cette banale salle de conférence, avec sa moquette bon marché et le bourdonnement de ses néons, j'ai su que nous avions conquis le public. Mais la guerre n'était pas terminée. Pas encore. 2 heures plus tard, Brandon a fait son entrée sur la scène principale, comme s'il était toujours le roi. Entouré par 2 autres PDG, et par un modérateur qui vénérait visiblement le sol sur lequel il marchait. Il s'est lancé directement dans son monologue habituel. Chez Brandotech, nous croyons en l'intégrité, en l'innovation, et en une croissance qui a du sens. L'ironie a failli m'étouffer. J'étais debout au fond de la salle, me fondant dans la foule, un participant anonyme parmi d'autres. Mais je n'étais pas seul. Jules était là, elle aussi. Daniel était assis à côté d'elle, la capuche relevée, le regard perçant. Nous n'étions pas là pour chahuter. Nous n'en avions pas besoin. Car la véritable vengeance était déjà en marche. 2 heures avant le panel de Brandon, j'avais discrètement mis en ligne notre dossier juridique sur une base de données publique. Quelque chose que n'importe qui pouvait consulter avec le bon lien. Ensuite, Jules avait envoyé ce lien,
accompagné de notre dossier méticuleusement préparé, citation, horodatage, comparaison de diapositives et chaîne de mai, à 3 personnes bien précises. Un blogueur tech de niveau intermédiaire, connu pour ses révélations choc. Un journaliste respecté dans le milieu du capital risque, couvrant la responsabilité des startups. Et un influenceur tech en pleine ascension sur TikTok, avec un demi-million d'abonnés et un amour certain pour les scandales. L'histoire a explosé. Cela a commencé par un murmure dans les rangées du fond, pendant le discours de Brandon. Des téléphones qui vibrent, des écrans qui s'allument au rythme des alertes. Puis, les chuchotements. Des gens qui vérifiaient l'article, faisaient défiler les pages, parlaient à voix basse. Au moment où Brandon répondait à sa 3e question de complaisance, sur ce qui rend un fondateur digne de confiance, le premier journaliste a tweeté. Alerte, une plainte en cours révèle que Brando Tech aurait volé la propriété intellectuelle essentielle d'une plus petite start-up, après avoir signé un accord de confidentialité. Le fondateur Brandon Price est directement nommé. Article complet dans 10 minutes. Le modérateur a scié, a regardé son téléphone, puis a relevé la tête. L'un des intervenants a bougé de façon inconfortable. Brandon a continué à parler, mais il pouvait le sentir. Le silence dans la pièce n'était pas de l'admiration. C'était de la tension. Ce genre de tension polie, mais tranchante, qui s'installe quand tout le monde sait quelque chose que vous ignorez. Puis est arrivé le TikTok. Un peu moins de 2 minutes de comparaison côte à côte du pitch deck de Daniel et de celui de Brandon, avec du texte entouré en rouge. Un zoom sur la chaîne de mai où Brandon écrivait « Le gamin n'a pas l'argent pour faire quoi que ce soit ». La vidéo atteignait déjà 20 000 likes à la fin du panel. Brandon est descendu de scène pour faire face à une nuée d'appareils photo. Mais cette fois-ci, personne ne l'interrogeait sur sa feuille de route. Il l'interrogeait sur le procès, sur les emails, sur le projet volé. Il a essayé d'en rire, a dit « Tout cela n'est qu'un malentendu, nous avons confiance en notre position », mais sa voix s'est brisée. J'ai observé depuis l'autre bout du hall, alors qu'il attrapait le bras de Léla pour la tirer à l'écart, le visage tordu de panique. Elle avait la bouche pincée en une ligne sévère, les bras croisés. Elle vérifiait déjà son téléphone, lisant ce que le monde entier savait désormais. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui défend son petit ami. Elle avait l'air de quelqu'un qui réalise qu'elle a misé sur le mauvais cheval. En moins de 48 heures, les répercussions ont commencé. La page LinkedIn de Brando Tech a été fermée. Launchbridge a publié un communiqué indiquant qu'il suspendait tout soutien, dans l'attente d'une enquête. 2 de leurs conseillers ont démissionné. Puis sont arrivés les emails des journalistes. Ce que j'attendais. Un article de fond a été publié une semaine plus tard. David contre Goliath, comment une petite start-up s'est attaquée à un chouchou de la Silicon Valley. Et a gagné. L'article ne me nommait pas directement. Ça m'allait très bien. Mais l'histoire de Daniel est devenue le symbole de la résistance. En un mois, Daniel a clôturé une nouvelle levée de fonds. De l'argent propre, de vrais investisseurs. Il a renommé l'entreprise. Il a emménagé dans de vrais bureaux, et il m'a demandé de devenir son conseiller juridique permanent. J'ai dit oui. Brandon, en revanche, a disparu des réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, il s'était fait évincer par ce qu'il restait de son conseil d'administration. Le monde des startups s'est passé à autre chose sans lui, comme c'est toujours le cas. Un jour, vous êtes un visionnaire. Le lendemain, vous n'êtes qu'un exemple de plus de ce qu'il ne faut pas faire. Quant à Léla, elle m'a envoyé un autre message. Celui-ci était différent. Je ne connaissais pas toute l'histoire. J'avais tort. J'aurais dû t'écouter. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Le silence n'était plus amer, désormais. C'était apaisant. Des mois plus tard, je me tenais dans les nouveaux bureaux de Daniel, regardant une nouvelle équipe de développeurs travailler autour de tableaux blancs et d'écrans. « Tu penses toujours au procès ?» m'a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, je pense au nombre de fois où j'ai failli ne pas venir. Il a tourné la tête vers moi. Heureux que tu l'aies fait. Moi aussi. Car, au final, la vengeance ne se trouvait pas dans la décision du tribunal, ou dans les gros titres des journaux. Elle se trouvait dans le fait de devenir le genre d'homme qui ne tressaille plus. Qui connaît sa valeur. Qui ne se fait plus petit pour le confort des autres. L'homme qu'ils ont sous-estimé encore et encore,
jusqu'à ce qu'il brûle le masque qu'il lui avait fabriqué, sans jamais se retourner. Je n'ai pas seulement gagné le procès.